Merci beaucoup. Donc, on va parler d'une thématique aussi intéressante que la première, qui est la dyslipidémie, qu'on voit tous les jours en consultation et en pratique courante. On remercie les laboratoires Pharma 5 de leur sponsoring. Je remercie également l'association ML. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous et de discuter des thématiques d'actualité. Alors, la dyslipidémie, quoi de neuf en 2024? On parle tout le temps, je pense, de la dyslipidémie parce que ça change, parce qu'il y a beaucoup de messages, à mon sens, qui sont importants de retenir. En tout cas, il est certain que les recommandations sont de plus en plus actives sur le management de la dyslipidémie en pratique courante. Et en effet, en 2023, il y a eu les dernières recommandations avec un gros dossier sur le management de la dyslipidémie, notamment chez le patient diabétique métabolique. Alors malheureusement, on ne pourra pas discuter ensemble des vignettes cliniques, mais c'est pour vraiment passer des messages. Quand on a des dyslipidémies, il faut typer la dyslipidémie pour savoir quel est le type de dyslipidémie qu'on a en face de nous et pour savoir prendre en charge la dyslipidémie. Je commence par un patient qui a un bilan métabolique perturbé. Et vous allez comprendre à travers l'examen que c'est un patient qui est métabolique avec un IMC à 32, une tension artérielle à 14,9, un HDL bas, des triglycérides élevés. Donc, c'est un syndrome métabolique. C'est pour définir le syndrome métabolique, on en a parlé tout à l'heure, mais pour expliquer que les conséquences du syndrome métabolique sur le plan lipidique vont faire augmenter la glycémie d'un côté, mais aussi les acides gras libres qui vont faire le lit de la dyslipidémie du patient métabolique. Alors, ce patient qui avait des triglycérides élevés, il fallait le prendre en charge par une prise en charge nutritionnelle et puis prescrire parfois le phénofibrate quand les triglycérides sont supérieurs à 2,5 après la prise en charge nutritionnelle adaptée. On a une deuxième patiente qui nous consulte, elle, pour un bilan lipidique perturbé. Regardez son LDL cholestérol à 2,07, un HDL bas et des triglycérides qui sont, on va dire, dans la moyenne. Et cette patiente n'a aucun antécédent cardiovasculaire. Alors, sur des patientes jeunes, sans anomalie cardiovasculaire, sans signe de comorbidité, il faut d'abord, avant de prendre en charge la dyslipidémie, d'éliminer toujours une dysthyroïdie. Et donc, faire une TSH dans le bilan d'une dyslipidémie secondaire, surtout chez le sujet jeune et surtout chez les femmes, puisque l'hypothyroïdie est une maladie fréquente et qui va avoir comme conséquence une hypercholestérolémie. Alors, pour justement comprendre comment prendre en charge ces patientes qui ont parfois des dyslipidémies d'origine hypercholestérolémie pure, sans autre anomalie cardiovasculaire, il faut bien sûr baisser le niveau de LDL, mais à quel niveau de LDL on va baisser chez ces patients? Et donc, pour savoir à quel niveau de LDL, il faut obligatoirement évaluer le risque cardiovasculaire de ces patientes. Donc, le message numéro 2, c'est que pour avoir un objectif de LDL, il faut évaluer le risque cardiovasculaire. Et pour évaluer ce risque, on a des tables, on va se céder d'outils, de tables, de scores, pour évaluer ce risque cardiovasculaire. Le premier connu et qui est maintenant ancien, qui permet de donner un pourcentage de risque de décès à 10 ans, c'est l'outil SCORE. Mais faites attention, c'est un outil qui n'est pas du tout adapté aux patients diabétiques, aux patients insuffisants rénaux et aux patients hypertendus sévères ou hypercholestérolémie familiale. Quand on va stratifier le niveau de risque à travers cette table SCORE, on va avoir 4 catégories. La première, c'est le bas risque, c'est notre patiente. Elle n'avait pas du tout d'antécédents, elle n'est pas tabagique, elle n'est pas hypertendue, elle n'a aucun autre facteur de risque. Et donc, le niveau de risque de son score est de 1%. Et donc, ça veut dire qu'elle a 1% de risque de faire une maladie cardiovasculaire à 10 ans. Et dans ce cas-là, il faut que le LDL cholestérol soit en dessous de 1,16 g. Quand on a un risque modéré, c'est-à-dire un score qu'on va évaluer entre 1 et 5%, on est entre, on va dire, un LDL cholestérol en dessous de 1 g. Et quand on est à haut risque, soit on est un score de 5 à 10%, on est dans le cadre des dyslipidémies familiales ou hypertendues sévères, on est sur un LDL cholestérol en dessous de 0,7. Et quand on est à très haut risque cardiovasculaire, soit un score risque plus de 10%, ou diabétique avec maladie d'organes ou antécédent de diabète avec 3 facteurs de risque ou maladie coronaire ou AVC, c'est-à-dire en prévention secondaire, on doit être avec un LDL très bas, en dessous de 0,55. N'oublions pas le HDL, qui est un élément important parce qu'il va plutôt protéger nos artères. Et donc, quand on a un HDL haut, on va améliorer et diminuer le risque cardiovasculaire. Donc,
dans les dernières recommandations de 2019, et ça c'est très important, et je pense que vous connaissez bien ces items, c'est qu'on est sur de lower is better. Plus on va baisser notre LDL cholestérol, et mieux ça sera pour notre risque cardiovasculaire. Et avec des LDL qu'on doit baisser vraiment de plus en plus. Et d'ailleurs, sur le commun des mortels, si on est ici dans la salle avec 0 facteur de risque, aucun antécédent familial, aucune atteinte d'organes, aucune anomalie, on doit avoir un LDL en dessous de 1,16. Et donc, pour les autres, il faut effectivement baisser encore plus le LDL cholestérol. Donc ça, c'est vraiment les recommandations qui ont été émanées de l'ESC 2019 et qui ont été retrouvées après dans l'ESC 2023. Alors, donc cette patiente, il faut baisser le LDL en dessous de 1,16. Ici, une autre étiquette clinique. Un patient de 47 ans qui est tabagique, qui lui a une hypertriglycéridémie à 6,67 avec une glycémie à jeun à 1,16. Et ici, on est devant une dyslipidémie de type hypertriglycéridémie majeure avec des triglycérides élevés. Et là, les recommandations sont claires. Il est urgent de traiter son hypertriglycéridémie avec direct un fibrate plus la prise en charge nutritionnelle. On n'est plus devant la première étiquette, on est à 3 grammes de triglycérides, on doit prendre le temps de donner un régime très pauvre en sucre et après mettre les fibrates. Là, les recommandations quand on est sur des triglycérides supérieurs à 5 grammes, il faut d'emblée traiter par des fibrates, voire ajouter de l'oméga 3. Et bien sûr, si le LDL reste élevé avec une hypertriglycéridémie majeure, il faut associer parfois une statine. Enfin, je passe sur une dernière étiquette clinique, sur un autre patient, les types de patients qu'on voit aussi, qui ont des comorbidités plus importantes. Là, ici, une patiente hypertendue avec un diabète familial et puis une tension artérielle élevée, elle est même traitée. Et quand on fait son bilan, elle a une dyslipidémie de type mixte. LDL 1,95, triglycérides 3,45. Là, c'est le type de bilan que vous voyez chez les patients métaboliques diabétiques de type 2. Et là, c'est la dyslipidémie du diabétique de type 2, qui lui, ici, avec des comorbidités. Bien sûr, on est devant un diabète et une hypercholestérolémie mixte, un très haut risque cardiovasculaire, et donc il faut prendre en charge nos patients sur le plan métabolique général, la tension artérielle, la dyslipidémie, le diabète. Et donc, j'espère que vous avez compris qu'il y a une relation directe entre LDL cholestérol et risque cardiovasculaire. Et ça ne date pas d'hier, c'est depuis la Framingham Study. On est de plus en plus sur une augmentation de risque cardiovasculaire devant un LDL élevé. Et chez le patient diabétique, d'autant plus, puisque la première cause de mortalité chez le patient diabétique, c'est le cœur. Et donc, nos patients meurent dans 50% de décès cardiovasculaires. Chez le diabétique, la dyslipidémie, elle est très particulière, comme dans le syndrome métabolique. Elle a des anomalies quantitatives, qualitatives, mais aussi fonctionnelles. C'est des LDL qui sont petites et denses. Je vous ai montré tout à l'heure, c'est très hétérogène. Le patient diabétique a une dyslipidémie très hétérogène qui va vraiment adhérer aux artères, qui va faire une inflammation au niveau de l'intima et la média de nos artères. Et donc, il faut vraiment faire attention à ce type de dyslipidémie qu'il faut traiter pour baisser le risque cardiovasculaire. Mais encore une fois, ça passe par l'évaluation du risque cardiovasculaire individualisé, par cette table score, chez les patients en prenant en considération le sexe, l'âge, la pression artérielle, le niveau de cholestérol et le tabac. Mais chez le diabétique, 3 niveaux de risque vont se voir. Soit on est devant du très haut risque, soit du risque modéré. C'est-à-dire que chez le patient diabétique, il n'y a pas de faible risque. On est au moins à risque modéré, même quand on est à moins de 10 ans de diabète et aucun facteur de risque. Donc les patients que vous voyez tous diabétiques sous metformine, hémoglobine glycée à 6,5, aucun autre facteur de risque, c'est au moins de 1 gramme de LDL. Je pense qu'il faut vraiment qu'on s'acharne à arriver à ces niveaux de LDL parce que ça a été démontré qu'on arrive sur des baisses de mortalité cardiovasculaire. Chez les patients à très haut risque, quand vous voyez des patients métaboliques avec hypertendus, dyslipidémiques, tabagiques, avec en plus une atteinte d'organes, même une microalbuminurie légèrement élevée, c'est des patients à très haut risque cardiovasculaire, donc le cholestérol LDL doit être en dessous de 0,55. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en l'ESC 2023, on a eu
on va dire, une rubrique spéciale sur la prise en charge du patient diabétique, avec carrément un nouveau score chez le patient diabétique de type 2. Ça s'appelle la table score 2 diabète, qui va nous évaluer le risque cardiovasculaire chez le patient diabétique à 10 ans et qui va prendre en considération les 5 items. Ça, vous retrouvez sur Internet, table de score diabète. Vous rentrez les items et on vous donne le niveau de risque cardiovasculaire de votre patient diabétique pour avoir des niveaux de risque individualisés. Alors maintenant, on a compris qu'il est important de baisser le LDL, c'est vrai. Mais comment le baisser et par quel type de molécules? Alors, vous avez entendu malheureusement beaucoup de choses sur les statines et on a été malheureusement très mal informés, nous, patients, hein, le public, sur les corruptions de crédulité en médecine. On a eu des revues prescrire, écrire sur les statines qu'elles étaient inutiles et malheureusement, on nous a un peu désinformés. Alors qu'on sait que le bénéfice de la baisse du LDL, elle est là, elle est réelle, et ça sur des méta-analyses de milliers de patients. Vous savez que quand vous baissez de 0,4 g le LDL, vous baissez de 23% le risque d'événements cardiovasculaires, vous baissez de 10% la mortalité toute cause, de 20% la mortalité cardiovasculaire, de 17% le risque d'AVC, et cela indépendamment du taux initial de LDL et en prévention primaire. Je ne parle même pas, bien sûr, de la prévention secondaire, où je pense que tout le monde est d'accord pour mettre une statine. Alors, c'est pour ça qu'il faut baisser le LDL. Alors, comment? Vous avez vu des LDL avec des niveaux tellement bas. C'est pour ces raisons que les recommandations ont changé et que les niveaux de LDL se sont vus plus bas. Par quelle thérapeutique? D'abord, l'alimentation. Oui, la cuisine anti-cholestérol pour les nuls, bien sûr, privilégier les huiles végétales, diminuer les huiles animales, diminuer la consommation de fromage, des viandes grasses. En effet, c'est important. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. Et donc, les statines ont vu une grande efficacité en prévention primaire. Là, chez le patient diabétique, quand vous baissez de 0,4 le LDL, vous baissez aussi la mortalité cardiovasculaire, même s'il a d'autres événements qu'on doit privilégier également, le diabète, etc. Et donc, l'effet à long terme de la réduction de la pression artérielle et le cholestérol va réduire la mortalité cardiovasculaire de 45%. Donc, quelle statine utiliser? Ça dépend du risque cardiovasculaire que vous avez individualisé, du niveau de LDL avec lequel vous avez commencé et le niveau de LDL auquel vous voulez arriver. Si vous voulez baisser chez la patiente qui a 2,45 de LDL, vous voulez arriver à 1,16, c'est-à-dire vous voulez baisser de la moitié, de plus de 50%, vous allez choisir une statine de haute intensité ou au moins d'intensité modérée. Mais si vous voulez baisser une patiente qui est à 1,40 à 1,16, c'est-à-dire à moins de 20% de LDL, vous allez choisir une statine de basse intensité. Mais il ne faut pas se leurrer. Chez nos patients métaboliques, à haut risque cardiovasculaire, diabétiques de type 2, souvent on a besoin de statines de haute intensité ou au moins modérée, c'est-à-dire l'Atorva à 10-20 ou Rosuva au moins à 5-10. Et quand on veut aller sur des baisses de plus de 50%, vous devez aller sur de l'Atorva 40-80 ou de la Rosuva 20-40. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre en fait, il faut savoir s'attendre au résultat d'une molécule. Regardez là, si je prends toujours un exemple en comparant les 20 mg, Simva à 20, ça baisse de 32%, l'Atorva à 20, ça baisse de 43%, et la Rosuva à 20, ça baisse de 48%. Donc, ça dépend de mon niveau de LDL et celui auquel je veux arriver. Et cela a été démontré à travers les études. Je vais passer, parce que je n'ai pas le temps de les détailler. Si je prends l'étude sur l'atorvastatin, l'étude CARTS, ça a montré 37% de risque de mortalité, 48% d'AVC, 42% d'infarctus. Si je prends ici l'étude ASCOT, 36%. D'ailleurs, c'est une étude qui a été arrêtée avant la fin pour l'amélioration chez le bras qui a eu l'atorvastatin. Bien sûr, là, je passe l'étude Jupiter, c'est sur l'étude rosuvastatin. On a eu diminution de 44% d'événements cardiovasculaires, 20% le risque d'AVC. Donc, on a des études qui montrent aujourd'hui le bénéfice. Maintenant, si vous me posez la question, est-ce que c'est exempt d'effets secondaires? Bien sûr que non. Elles sont efficaces, certes, mais les effets secondaires restent très modestes et très tolérables, et il faut savoir s'attendre auxquels. Alors, si on prend là, par exemple, 10 000 patients prenant des statines pendant 5 ans, ici une statine à forte dose, la Torva, 50 à 100 vont faire des myalgies, 50 à 100, 5 patients vont faire d'une maladie vraiment musculaire élevée, 5 seraient peut-être victimes d'une hémorragie cérébrale. Donc, ça reste des
effets secondaires très légers sur 10 000 patients. Donc, il y a une balance bénéfice-risque, et la meilleure balance bénéfice-risque, c'est pour les patients à haut risque cardiovasculaire. Niveau de risque de score entre 5 et 10 %. Les patients diabétiques, je pense qu'on n'a même pas à discuter, ils doivent bénéficier d'une statine, les patients avec maladie rénale aussi. Alors maintenant, vous voyez, les niveaux de LDL auxquels on veut arriver sont très très bas. Mais malheureusement, avec des statines parfois seules, on n'a pas ces possibilités de baisser aussi bas. Donc l'association à l'ézetimibe est parfois intéressante. Vous associez une statine à l'ézetimibe et vous allez voir qu'il y a une baisse, une amélioration du niveau de LDL. Et maintenant, vous avez les nouvelles molécules, les anti-PCSK9, qui sont retrouvées pour, malheureusement pas encore sur le marché marocain, mais qui vont avoir également un effet très intéressant sur la baisse du LDL. Il y en a deux, il y a l'évolutumab et le lalirocumab. Alors ces molécules, juste pour comprendre, vous savez que le PCSK9 est une protéine qui va réguler le LDL récepteur. Et en fait, quand on va baisser le niveau de PCSK9, on va internaliser le récepteur du LDL et donc on va améliorer la diminution du LDL au niveau sanguin. C'est une histoire qui a commencé en 2003 avec une mise sur le marché en 2014. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les statines, avec les PCSK9, ont un effet synergique. D'ailleurs, on peut les associer sans problème. Des grandes études ont été publiées dans le New England Journal of Medicine sur ces molécules, les anti-PCSK9, et vous voyez qu'il y a une baisse de LDL. Regardez les niveaux. On a atteint des niveaux à 0,30. Ici, chez le diabétique, et l'étude Odyssée sur l'alirocumab, des niveaux de LDL à 0,40. Alors, les indications aujourd'hui restent restreintes parce que c'est cher. Et donc, c'est des patients avec hypercholestérolémie familiale hétérozygote, par exemple. Les patients en prévention primaire avec une hyper-LDLémie supérieure à 3 grammes. Ou les patients en prévention secondaire avec un LDL supérieur à 2 grammes et qui ont une intolérance ou qui ne peuvent pas malheureusement répondre à une statine ou un traitement hypolipémiant maximal, statine plus ézetimibe. C'est à partir de 12 ans l'autorisation du marché. Une autre molécule qui est nouvelle également, c'est l'inclisiran, qui est un nouvel agent qui va baisser la polypoprotéine B et qui va arriver à des niveaux de LDL très bas. Alors maintenant, on parle beaucoup du LDL et je pense qu'on est convaincu qu'il faut la baisser au niveau auquel vous devez le faire par rapport au risque cardiovasculaire. Maintenant, il n'y a pas que le LDL. Il y a un risque cardiovasculaire résiduel malgré la baisse du LDL. Et donc pourquoi? Parce qu'il y a des paramètres à prendre en considération. La glycémie, la pression artérielle, mais pas seulement. Quand on a fait les études sur le risque cardiovasculaire résiduel, on a compris que les triglycérides avaient également un rôle important sur le risque cardiovasculaire résiduel. Et d'ailleurs, c'est pour cela que chez des patients métaboliques, diabétiques, hypertendus, avec atteinte d'organes, rétinopathie, néphropathie, neuropathie, parfois la question se pose de l'association statine et fibrate. Alors pourquoi? Parce que l'élément émergent qui est intéressant, c'est le paramètre du non-HDL cholestérol. C'est quoi le non-HDL cholestérol? Vous prenez le cholestérol total, vous réduisez le HDL et vous allez avoir un niveau du non-HDL cholestérol qui va comporter les triglycérides, les VLDL et les apolipoprotéines. Et en fait, ce non-HDL cholestérol va permettre de démontrer le risque résiduel du patient. Et donc, les recommandations disent que les non-HDL cholestérol doivent être également à l'objectif. Vous allez me dire, mais quel objectif? Ben, en fait, c'est 0,30 en plus de l'objectif de LDL que vous avez individualisé. Par exemple, un patient qui avait 1,16, vous devez rajouter 0,30, le non-HDL cholestérol doit être en dessous de 1,45. Pour le risque modéré, pour lequel le LDL doit être en dessous de 1, vous rajoutez 0,30 et vous devez être en dessous de 1,30. Et le risque élevé, pour lequel le LDL cholestérol doit être en dessous de 0,70, vous rajoutez 0,30 et vous devez être à moins de 1 gramme de non-HDL cholestérol. Et pour le risque très élevé, moins 0,55, vous devez avoir un non-HDL cholestérol à moins de 0,85. Et c'est pour cela que les dernières recommandations nous disent bien le non-HDL doit être évalué directement, surtout chez les patients métaboliques avec hypertriglycéridémie ou les patients diabétiques ou les patients obèses. Et donc, l'association statine-fibrate a sa place chez le diabétique de type 2 ou le syndrome métabolique également, pour lequel le niveau de LDL doit être au moins, je dis bien, pour le risque modéré à moins de 1 gramme et le non-HDL à moins de 1,30. Et donc, c'est pour cela que parfois, l'association de statine et
de fibrate doit se faire et peut se voir chez certains patients. Alors, je suis contente parce que j'arrive à la fin avec pas du tout de retard pour dire que la prise en charge de la dyslipidémie, j'espère que je vous ai convaincu, c'est d'abord on doit être convaincu, le praticien doit être convaincu de la prise en charge et de l'utilité de la statine et de la statine de haute intensité ou au moins d'une intensité modérée, c'est-à-dire chez nos patients, la simvastatine n'a pas sa place, c'est ou la torvastatine ou la rosuvastatine à des dosages qui soient au moins bénéfiques pour nos patients, pour qu'on ait un niveau de LDL dans l'objectif. Et on doit s'abstenir à avoir ce niveau de LDL, s'acharner comme l'hémoglobine glyquée pour vos patients. Vous voulez que votre hémoglobine glyquée soit à l'objectif, il faut que le niveau de LDL soit à l'objectif, mais pas seulement, même le non-HDL cholestérol, toujours dans le cadre de cette prise en charge globale pour nos patients. Et je vous remercie pour votre attention.